Déjà, première information au niveau de la loupe, peut-être, c'est de revenir sur ce qui s'est passé hier et au niveau du Conseil national de transition du côté du Mali, Oui. où Salif Keïta Mm. s'est retiré du CNT malien, Oui. expliquant que c'était pour des raisons personnelles et qu'il reste un bon ami des militaires. Oui. Raisons personnelles lesquelles on ne sait pas encore, Mm. mais je doute, on sait tous comment ça se passe quand on ne partage plus les mêmes idéaux que les gens, Mhm. quand on ne partage plus les mêmes valeurs et les mêmes visions, on se Oui. retire et on évoque souvent les raisons personnelles. Oui. On a vu le même cas ici avec le premier ministre guinéen même, Oui. où on avait dit qu'il s'était retiré pour le traitement de son enfant. Il y a eu assez de spéculations, mais après, malgré tout, il n'est jamais revenu. Jamais. On se rappelle qu'il y avait assez de couacs entre lui et les autorités de la transition. Oui. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois. Donc se retirer pour des raisons personnelles, on espère que ce sont des raisons personnelles liées à lui. Et vu que c'est un artiste de grande renommée et que c'est quelqu'un qu'on connaît de par le monde, peut-être, j'ose croire que ce ne sont pas des raisons de santé. Et même si c'était le cas, on le souhaite alors prompt rétablissement. Voilà quoi. Parce qu'après, la situation politique au Mali peut laisser présager que les autorités pourraient peut-être, pourquoi pas, se présenter à des élections. Et si c'est comme ça, c'est un artiste qui ne partage pas. Est-ce qu'il faut placer le mot peut-être? Peut-être. Est-ce que exactement, nous ne sommes pas en train de partir vers peut-être l'analyse que tu viens de faire, vers ça, que ces autorités se présentent, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la charte. Il y a une nouvelle constitution qui a été promulguée déjà. Oui. Et cette constitution peut les permettre quand même, le contenu peut les permettre de se présenter. Est-ce que c'est pas pour cela, il y a certains qui ont compris l'intention inavouée des militaires et se retirent. Bon, moi, pour ne pas être peut-être... Oui. Moi, j'évite de leur prêter des intentions parce qu'il faut toujours croire à la bonne foi des gens, même si parfois ces gens ne donnent pas l'impression qu'ils méritent notre bonne foi. Donc, je pense qu'ils vont peut-être surseoir à tout projet. On a vu par endroits où des gens avaient des projets de continuer, mais quand ils ont vu la situation, ils se sont dit on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Mais j'ose croire que ce n'est pas pour ce genre de raison qu'ils se seraient retirés, sinon ça va blesser. Je pense même la prise de position du Mali par rapport à ce qui se passe au Niger peut pousser à un certain Salifou Keïta qui est vraiment une vedette interplanétaire de se retirer dans ce CNT. Ouais, c'est possible aussi. Certainement, parce qu'aujourd'hui... Quand vous prenez un peu l'atmosphère, quand vous prenez la géopolitique même aujourd'hui, le Mali et la position du Mali, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadres qui ne veulent pas briser leur carrière. Tu l'as rappelé tout à l'heure avec Mohamed Biavogui, qui avait une carrière à l'international. Et d'ailleurs qui est revenu dans le cercle des institutions. Justement. FIDA. FIDA 9. Il y a ceux qui pensent qu'il ne peut pas être des béni oui suivre bêtement parce que c'est l'émotion. Et là, on va se retirer parce qu'on a des carrières à sauver, on a une autre vie après la transition, il y a une autre vie. Il y a d'autres quand même qui ont choisi les 2 ou 3 ans de transition pour carrément se clouer, bien se renfermer, et c'est fini, se fermer la porte sur leur carrière. Parce qu'ils se disent que la transition, ils auront tout dans le monde. Et la deuxième deuxième loupe, je nous envoie cette fois-ci du côté des États-Unis où Othoniel, un baron de la drogue, a été condamné à 45 ans de prison. Il faut rappeler qu'il a été arrêté en octobre 2021. Du côté de la Colombie, il a été extradé aux États-Unis et il a été jugé et condamné à 45 ans. Et il avait une milice de plus de 6000 hommes à sa disposition. Donc il avait 6000 hommes à sa disposition et il encourait une peine de 20 ans de prison minimum et 51 ans maximum, donc ils ont totalisé 45 ans. Et la confiscation de 216 millions de dollars, on peut rappeler que c'est quand même un gros pactole, 216 millions de dollars pour un baron de la drogue. Oui, c'est un gros maniant de la drogue d'ailleurs. Et je rappelais qu'il avait jusqu'à 6000 hommes et il a fait rentrer plus de 80 tonnes de drogue depuis qu'il est en exercice. Et puis, c'est pas n'importe quelle drogue, c'est quand même de la cocaïne. 80 tonnes de cocaïne. Sur le sol américain. Oui, un peu partout dans le monde. On sait ce que ça rapporte quand on parle de 90 tonnes de cocaïne. Déjà, 1 kilo de cocaïne, ça nous rend riche. Qu'est-ce qu'on ferait à... Non, c'est pas avec moi, tu vas tirer tes infos après. Tu veux quoi que le service antidrogue débarque sur moi? C'est un journaliste doit pouvoir quand même comprendre c'est combien aujourd'hui. Il ne faut pas se lancer 1 kilogramme de cocaïne coûte combien. Oui, c'est normal de savoir. Il faut être parfois dans les reportages. Moi, j'ai suivi des reportages où tu as des journalistes qui sont même au cœur même
de la Colombie, dans la forêt, où on fabrique ça dépend du pays déjà. Sinon, ceux qui sont fidèles à l'émission Douane sous haute surveillance où la drogue passe, ils savent que ça peut faire à peu près le 100 000 euros banalement. Et on se retrouve carrément avec des millions d'euros avec la cocaïne aujourd'hui. C'est vraiment un marché qui marche super bien. Donc 96 tonnes trafiquées dans le monde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une grosse prise. Et les États-Unis se félicitent d'ailleurs de cette prise et de son arrestation, parce qu'il était vraiment un top level dans le domaine Pablo de la Escobar, drogue. et puis c'était la suite, hein, ce autre baron. Et 80, tu as dit 96 tonnes 96 tonnes de dont cocaïne. 3 tonnes est venu par la Guinée, certainement. Ça dépend. Non, ça dépend, parce que la Colombie, la plaque tournante, la précision, c'était même pas dans le monde, hein, c'était juste aux États-Unis. Aux États-Unis. 96 tonnes aux États-Unis, quand on sait ce que représentent les États-Unis en termes de sécurité, imaginez-vous ailleurs dans le monde combien il a pu faire passer. Justement, la plaque tournante bas, oui, c'était un peu ça. Ça transitait comme ça, le triangle de la Guinée-Bissau vers la Guinée et puis remonter vers la Colombie. C'était ça. La Guinée aussi était devenue cette zone-là. Donc, si nos autorités quand même ont pu intercepter certains des tonnages quand même de cocaïne, nous aussi on peut s'en féliciter, même si on n'a pas la main d'abord sur le baron, ou bien sur les barons, ou bien sur les barons quand même en République de Guinée, on n'a pas la main totalement sur eux, mais quand même, on arrive quand même à saisir leurs marchandises, il faut s'en féliciter. Vous recherchez les barons? Hein? Vous recherchez les barons? Non, ben ouais, c'est normal, c'est normal. Hein. Au moins les États-Unis, il ne suffit pas de prendre généralement ces barons, il suffit de stopper la production et il ne suffit pas aussi de prendre, je voulais dire, les marchandises, démanteler le cartel et même empêcher la commercialisation. Mais ça, c'est une armée, ça. C'est une armée, oui. C'est une armée. Mais la plupart des barons de la drogue, ils ont carrément des armées. On se rappelle quand Guzman a été arrêté du côté, ça tirait carrément au Mexique. Ils sont allés jusqu'à l'aéroport pour des tirs. Il y a eu la police mexicaine a dû se faire aider par les États-Unis pour pouvoir le récupérer. Oui, c'est ça aussi les conséquences qu'on appelle de la trafic de drogue. C'est à partir de ça, ils créent généralement des armées, ou je dirais comme ça, des milices qui deviennent puissantes. C'est le cas en Colombie, au Mexique et en Haïti également. Qui les équipe au fait en matière? C'est pourquoi généralement, d'où l'intérêt de ma question pour dire que si vous recherchez les barons. Oui, non, justement, non. Ils ont de l'argent. Je sais qu'ils ont de l'argent. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Ils achètent des armes. Mais on sait qui sont les barons? On sait que le marché de la drogue et le marché des armes, ce sont des marchés parallèles et souvent sont associés aussi à des marchés de trafic d'êtres humains, surtout les réseaux de prostitution. C'est toujours des marchés qui sont des marchés connexes. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut jamais finir avec la guerre pour l'instant? C'est pas. C'est connu de tous. Parce que au moins, si on achète des armes, il y a des gens, il y a des bénéficiaires. Il y a des gens, au moins, il y a un gain. Si c'est la prostitution, il y a un gain. Si c'est la drogue, il y a un gain. Bien sûr. Donc ça veut dire que nous sommes très loin de finir avec les djihadistes, de finir avec la guerre. Donc, parce que si l'on fabrique des armes, c'est pour les revendre. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai mis un point, nous allons venir dedans. Parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse. Parce qu'on est en train de dire non, ceci, c'est là, pensant que si ce n'est pas Paul, c'est Pierre qui va venir. Mais en attendant, Pierre aussi a ses intérêts, qui est peut-être la vente des armes. Donc c'est pour dire que la guerre, pour l'instant, ce n'est pas une question de dire qu'il y a, parce qu'il y a telle communauté, tel pays qui est là avec son intérêt, il y a tout notre pays qui purge notre ressource. Donc ça veut dire qu'il faut chercher exactement la cause. Est-ce que c'est parce que tel ou tel est dans notre pays qu'on peut finir? Donc c'est pourquoi je pose la question, d'où viennent ces armes? Comment on s'en approprie? Mais chez les fabricants? D'accord, il n'y a pas de problème. Simon Pierre. Déjà. Oui, il y a aussi le fils de l'ex-ambassadeur du Niger qui aurait été arrêté. Et lui, on l'a mis aux arrêts selon quelques journalistes. Il fait l'objet d'une inspection d'État et a relevé des irrégularités dans sa nomination. Et pour aller rapidement. L'ex-ambassadeur, le fils de l'ex-ambassadeur de la France. De la France au Niger, je pense. De la France au Niger. Du Niger plutôt en France. Du Niger plutôt en France. Qui a été arrêté par l'autorité française? Non, pas l'autorité française. Actuellement, les autorités du Niger. Donc, il est soupçonné d'avoir des irrégularités autour de lui. Donc, je comprends pas. C'est la purge qui continue. Je ne comprends pas. Explique-moi clairement. Le fils de l'ambassadeur du Niger en France, qui a été mis aux arrêts. Qui résidait actuellement au Niger, qui occupait Idrissa Kane, qui occupait un poste de directeur général de la société d'État.
de poste, je crois. D'accord. De poste, oui, c'est ça. Ok, c'est super bien. Et la dernière loupe, peut-être, c'est du côté du musée national où ils sont en train de reconstituer certaines œuvres. Vous savez, aujourd'hui, on veut virtualiser nos œuvres, mais d'abord, il faut les collecter, et les reconstituer et pouvoir maintenant les virtualiser. L'objectif, c'est que le 31 août, nous puissions avoir une plateforme virtuelle de découverte de ces œuvres-là. Mais avant, il y a un gros travail en amont qui doit être fait de reconstitution, de reconstruction et d'assemblage de toutes ces œuvres-là, les répertorier surtout. Approche un peu le micro. Les répertorier surtout et avec des partenaires qui vont permettre maintenant la virtualisation de ce musée-là. Un Kourouma pourra peut-être rester chez lui et voir un musée virtuel de la Guinée, voir nos œuvres d'art sans avoir besoin de se déplacer. On espère que le processus va atteindre l'aboutissement parce que c'est pas seulement commencer. Pour ceux qui savent ce que c'est que la virtualisation d'un musée, c'est un travail énorme, surtout avec le nombre d'œuvres d'art qu'il y a à collecter. Et c'est 27 ans ça fait 27 ans ils n'ont pas fait cette reconstitution. Le nombre d'œuvres d'art collectées où? En Guinée, un peu partout, qui nous appartiennent. Tu connais combien au moins? Cite-moi. Imagine un peu si tu peux aller trouver au musée, vas-y. Bon, il y a le Condé qui est représenté au musée, il y a plein d'autres masques. Non, mais quand tu dis le nombre, parce que est-ce que ces dernières années tu étais allé visiter le musée? Il y a juste une année, une année. Non, pas juste une année, il y a quelques mois d'ailleurs. Il y a quelques mois, j'accompagnais une Miss qui devait participer à une compétition en Afrique, au Congo. C'est la compétition, c'est Miss African Culture Top Model. Donc, elle devait faire, en quelque sorte, présenter la Guinée, le pays avec ses richesses, son patrimoine, les sites touristiques et tout. J'avais eu l'occasion quand même d'aller au musée national, même s'il était en restauration, ils étaient en train de le construire. C'était l'année dernière d'ailleurs, avant la fin d'année. On a eu le temps d'aller là-bas, visiter le musée, demander des informations. C'est vrai que les gens là-bas travaillent dans des conditions piteuses, mais ce sont des gens passionnés. Ils nous ont montré toutes les œuvres qu'ils avaient là-bas, représentatives de différentes communautés. Et certaines œuvres étaient des répliques parce qu'on a préféré les garder dans les communautés. Certaines communautés ont préféré garder les œuvres. Et du côté du musée, on a gardé les répliques. Certaines étaient authentiques. Donc, on a même empêché que les photos ne soient prises en fait parce que c'est des trucs on visite secrètement. Ça permet aux gens de venir au fur et à mesure. Et il y avait un autre stock qui était stocké dans le magasin. On n'a pas pu avoir accès à cause des travaux de rénovation. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y avait des œuvres là-bas très intéressantes. Moi, je n'ai même appris sur ma culture kissienne déjà, où on me présentait certaines marques, le piomdo. C'est un masque qu'on utilise pour attraper les voleurs et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'ai vraiment aimé cette excursion-là. En savoir plus, la dame qui nous expliquait, une certaine Marie, qui est très, très gentille d'ailleurs, qui nous a pris le temps de faire visiter tout le musée. Et un certain monsieur Diallo aussi, qui nous a orienté, qui nous a parlé de nos danses, de nos coutumes. Donc, moi, je pense que cette virtualisation-là, ça peut sembler anodin, ça peut sembler léger, mais c'est très important. Parce que le peu que j'ai pu savoir de mon pays, j'ai été avec cette fille que j'ai accompagnée pour la compétition, qu'elle a d'ailleurs remportée. Donc ça prouve à suffisance qu'on a des choses à faire valoir et on a pu faire valoir ça du côté du Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu penses... Bill Sam se réveille enfin? Non, il s'est toujours réveillé. On ne peut pas dire qu'il ne dormait pas. Non, il ne dormait pas. Tant bien que mal, quand même, il était en train, parce qu'il est en train de restaurer beaucoup de choses. La culture, quand même, il essaye. C'est pas facile. Hein. C'est un ministère. C'est vrai que c'est pas facile. Et déjà, il faut rappeler que c'est un ministère côté budget qui est parent pauvre. Parce que le budget alloué à la culture aujourd'hui, s'il faut prendre en charge tout ce qui est lié à la culture, c'est un budget qui est peu signifiant. Vous savez, en Guinée, on pense que la culture se limite que par la musique. Exactement. La culture, c'est la musique. C'est pourquoi ces musiciens, généralement, s'élèvent chaque jour. Non, nous ne sommes pas soutenus, mais ils ne sont pas seuls. Et aujourd'hui, ils sont le ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture devrait profiter à la Guinée pour, pour avoir beaucoup d'argent d'ailleurs. Mais arrêtez, on ne doit pas continuer toujours à financer. Non, vous aimez financer, mais ça ne peut pas continuer comme ça. La culture, cette culture nous rapporte quoi? Le tourisme et tout ce qui s'ensuit, artisanat. Mais il doit créer dans les conditions normales de l'emploi. Peut-être. Absolument. Alpha, non, c'est Emma qui est en train de dire que c'est le parent pauvre du gouvernement. Mais oui, c'est par rapport à... Exactement, c'est par rapport ça ne peut pas continuer comme ça. Au budget. Mais pas la subvention seulement. Il doit créer lui-même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne se réveille pas. Justement, pour créer, il faut déjà qu'on ait quelque chose sous la main.
Quand vous prenez un musée national, par exemple, ça permet toujours des entrées. Quand vous prenez le musée du Louvre du côté de la France, vous prenez tous ces musées, ce sont des lieux où tout le temps les gens viennent visiter, où il y a du tourisme. Pourquoi on ne fait pas ça chez nous? C'est justement ce que je suis en train de dire. En ce moment, beaucoup de choses. C'est ce que je suis en train de te dire. Et j'ai rappelé, tous nos lieux touristiques sont laissés à l'abandon. Rien n'est fait. On ne modernise pas. C'est pour ça que j'ai rappelé ce qu'on a sous la main. Et il ne faut pas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime taper souvent sur les autorités, mais même au niveau du tourisme, vous regardez aujourd'hui l'Office national du tourisme. Laisse-moi finir. Qu'est-ce qui est fait? Vous voyez l'Office national du tourisme aujourd'hui. Il est en train de citer ce qui est fait pour toi. Mais je suis en train de t'aider, Alpha. Il faut m'écouter. S'il te plaît, calme-toi. Il est en train de citer ce qui est fait pour ce qui est en train d'être fait. Voilà. Autrefois, puisque tu n'es pas à la page, autrefois, quand on parle de tourisme, autrefois aujourd'hui, on a un catalogue au moins sur le tourisme. Il y a l'Office national du tourisme aujourd'hui qui se bat tant bien que mal pour redorer l'image touristique de la Guinée. Il faut voir aujourd'hui les images de ces sites touristiques. Alpha, ça a duré, mais on a mis sur pied. Si ça n'existait pas et qu'on mette maintenant sur pied, vous avez des problèmes. La mariée qu'on est en train de faire, on est en train de ça c'est tout récemment là. Mais il faut commencer quelque part. Vous avez assez de problèmes. Il faut mais maintenant qu'on décide de commencer, il n'y a pas de problème. Même si c'est sur 3 ans, si on a commencé maintenant, tu veux quoi? Qu'on ne commence pas? Continue tes loupes. Tu veux qu'on ne commence pas? Mais est-ce que tu veux qu'on ne commence pas? Il n'a qu'à continuer. On a commencé. En attendant de mettre de l'eau dans vos vins, nous allons partir à la petite pause. Après, nous allons revenir encore pour réchauffer ce plateau, puisque quelque part, Alphaba pense que la culture ne fait rien. Et pourtant, il faut commencer quelque part pour atteindre le sommet. Alors, 60 ans, oui, c'est vrai, il faut toujours commencer pour atteindre le sommet. Alors, on revient tout à l'heure, après cette petite pause, pour encore réchauffer ce plateau. Et oui, vous êtes dans votre émission. On n'est pas gelé sur la 93.1. En même temps, vous nous suivez à la télé et vous nous regardez sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux surtout, Facebook ou bien sur YouTube. Vous êtes partout dans le monde et on est toujours dans la première partie de cette émission puisque nous sommes dans la première rubrique, La Loupe. On était avec Tamba qui était en train de nous parler de la restauration ou bien la virtualisation des œuvres du côté du musée national, chose faite, ou bien qui est un projet. Un projet, c'est même si quelque part Alphaba ne croit pas, Alphaba pense que la culture aujourd'hui ne se bouge pas. Employer. Non, oui, la culture, oui, c'est Tamba était en train de le dire. Il faut commencer, c'est vrai. 60 ans ou bien plus de 60 ans d'indépendance quand même. Et il fut un moment quand même. Attention, il faut parler plutôt d'un rétro-pédalage, pas qu'on n'a pas commencé. On a commencé parce que la Guinée quand même était connue sur ce plan. Sur ce plan culturel, on était super connus. Les premiers travaux étaient payés par la culture, quand même, ou bien... Oui, par la culture, mais la musique. Non, pas que la musique. Attention, on avait le cinéma, on avait les ballets africains, on avait assez de choses. On avait la musique, le cinéma, les ballets, on avait du théâtre. Mais Alpha, tu es quand même plus âgé que moi. Tu ne vas pas me dire que rien n'a été fait quand même. Je suis désolé. Non, mais jusqu'à présent, vous me dites que bon, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. 63 ans, on commence toujours quelque part. Pas 63 ans. Veut dire. On avait déjà commencé. Il est en train de reprendre notre marche. Parce que c'était mal fait. Non, c'était très bien fait. Non. On n'a pas su assurer la continuité. On n'a pas fait une bonne continuité. À qui la faute? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est les dirigeants. Mais maintenant, tu n'as pas été ministre de la culture, j'ai pas été ministre de la culture. Mais justement, si ces dirigeants sont en train aujourd'hui de remettre sur pied des politiques qui permettraient certainement de redorer le blason de la culture, de relancer notre culture, moi je pense que c'est une bonne chose, Alpha. Ne soyons pas toujours pessimistes. Moi je pense qu'à un moment donné, on a tellement chargé l'atmosphère de la Guinée de paroles négatives que ce pays a du mal à aller de l'avant. Dès qu'un projet commence, vous avez l'impression que tout le monde veut que ça échoue. Tellement on est habitué au fait que les projets, justement, que les projets n'avancent pas, on a tout de suite cette envie que ça échoue, cette envie dès que quelqu'un entreprend. Ah, nous on a déjà vu ça, on est là depuis combien d'années, ça ne bouge pas. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Ah oui, à un moment donné, il faut qu'on arrête. On en a marre. Justement, c'est pas grave. Parfois, c'est en se perdant qu'on se retrouve. C'est en se perdant pour aller aux États-Unis que Christophe Colomb a fini par découvrir
l'Amérique. Si ton enfant échoue chaque année à l'examen d'entrée en 7e, tu finiras par le virer. Il n'échoue pas. Mon enfant apprend, il n'échoue pas, il apprend. Si l'électricité que tu as aujourd'hui dans ce studio, tu es fier de l'avoir, c'est parce que quelque part Thomas Edison a eu plus de 1000 échecs durant lesquels il a pu faire ça. C'est le scientifique qui a le plus de brevets au monde. C'est pour te dire que chaque échec, c'est une manière de se réinventer, c'est une manière de mieux faire les choses. À un moment, moi j'en ai marre du pessimisme qu'on affiche dans ce pays. Quand il y a des projets, acceptez d'attendre que les projets aboutissent avant de dire des choses comme ça. Et l'autre question que j'ai envie de poser, peut-être que tu es... il est en colère maintenant. L'autre question que j'ai envie de poser surtout en ce qui concerne la vie, mais est-ce qu'on ne peut pas lier aujourd'hui au programme du système éducatif parce que tu m'as dit tout à l'heure que toi, c'est pendant la visite que tu as compris un peu certaines réalités de ta communauté. Est-ce qu'on ne peut pas lier le programme directement à l'éducation, au système éducatif pour permettre quand même à ces jeunes étudiants, surtout de la 6e année vers la 10e année jusqu'au collège ou au lycée, et essayer de proposer même des sujets, puiser des sujets. C'est ce qui concerne les réalités de nos communautés qui existent dans le musée. C'est justement l'objectif visé. Aujourd'hui, aider. Je vous assure que si les enfants, ils avaient l'occasion de toucher du doigt ce qu'ils apprennent en classe, c'est toujours plus intéressant. On est tellement habitué à ce système classique de rester dans une salle de classe, on n'arrive pas à apprendre. La possibilité d'avoir un musée virtuel, par exemple, l'enfant, il apprend. Il a entendu parler de telle culture, de telle communauté. Quand il part sur le musée virtuel, il voit des objets identitaires de cette communauté. Ça crée tout de suite un lien visuel dans sa tête. Quand vous prenez le cadre, même s'il part maintenant sur le terrain, c'est encore plus intéressant. Là, il touche du doigt tout ce qu'il apprend en classe. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre système éducatif. Des excursions, des visites guidées. Exactement. On est tout le temps enfermé dans le système des classes. Et ça n'ouvre pas l'intelligence des enfants. Beaucoup d'excursions. Malheureusement, lui, il était en brousse. Leur discussion, c'était aller chercher des fagots de bois. C'est pourquoi ils discutent trop. Oui, Dani. La dame de Mali. La dame de Mali, c'est dans le livre, tu l'as connu. Non, pas du tout. Jusqu'à présent, rien n'est fait, malgré tout ce que Tamba est en train de peindre, je ne sais pas, en blanc, là. Je ne sais pas s'il est du ministère de la Culture. Alors, dis-moi, certainement. Mais on va revenir sur ça. Kourouma, il faut dire que de part et d'autre, les deux ont raison. Quand même, c'est non, les deux ont raison. On a dit, c'est vrai que nous reconnaissons ce retard. Non, parce que ce qu'Alpha dit, c'est quand même incompréhensible. Depuis 63 ou 64 ans d'indépendance, qu'on n'ait pas encore virtualisé cela. Et donc, quelque part, ça n'a pas marché. Et de part et d'autre aussi, l'autre aussi parle de qu'on appelle du réveil. Je pense bien que c'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça. Laisse-moi te placer. Moi, je trouve. Laisse-moi vous placer ça. 63 ans, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 63 ans où on n'avait pas de culture. De l'indépendance, quand même. Ça n'a pas été développé. De l'indépendance jusqu'en 84. Jusqu'en 84, toute la Guinée, toute l'Afrique savait quelle était la place de la Guinée, surtout en matière de culture. Toute l'Afrique savait. Que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit la danse, que ce soit quoi, la Guinée était représentée partout, le cinéma. C'est pourquoi on avait beaucoup plus de centres de cinéma. On avait notre propre cinéma ici. Notre cinéma, on avait des centres de cinéma. Personne n'a dit le contraire, on connaît ça. Parce qu'il ne sait pas. Je voulais l'inviter à aller à la RTG 2, c'est-à-dire aujourd'hui la RTG Boulbini, pour voir les archives et comprendre exactement où était la culture guinéenne. Peut-être que ça a chuté. Tamba l'a rappelé qu'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de continuité. Et c'était ça les mots de la Guinée. Exactement. Pas de continuité. Parce que quand nous prenons même en matière de l'industrie, on avait combien d'usines? Il y avait plus de 32 usines. Mais où sont ces usines aujourd'hui? Il y avait la culture. Donc, s'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de continuité, je suis désolé qu'on essaie de coller pendant 63 ans que rien ne s'est passé. Au contraire, enlever au moins de l'indépendance, au moins jusqu'en 84, et essayer de faire au moins le bilan pour comprendre comment nous avons commencé, et ce qui s'est réellement passé, et ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, je pense bien, si cette nouvelle autorité commence aujourd'hui à restaurer la culture, à restaurer... Il est du ministère de la Culture. Non, je ne suis pas forcément du ministère de la Culture, mais je suis en train de te dire, parfois, comme l'a dit Tamba, il ne faut pas peindre tout en noir. Dès qu'on commence, il faut penser que ça peut aboutir. Mais ne soyez pas ces Guinéens qui sont dans le salon. Non, je vais analyser cette fois-ci. Non. Mais ne soyez pas ces Guinéens. Non, c'est vrai, je comprends la colère de Tamba, ça commence à me contaminer. Ne soyez pas ces Guinéens qui vont toujours s'asseoir pour voir les projets échoués. Je suis désolé. Oui, on encourage. Mais je n'ai pas encore terminé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, pour revenir à la question que tu as posée, est-ce qu'on ne devrait pas un peu adapter cette culture-là à notre éducation? Aujourd'hui, si vous demandez
demandez les enfants de vous raconter la littérature française, ils en ont des éléments. C'est des programmes qui sont enseignés. Si vous leur dites aujourd'hui de vous parler de l'affirmation de l'identité culturelle noire aux États-Unis, ils vont vous dire le nom même du précurseur et toutes les luttes qui ont été entamées. Mais aujourd'hui, il est quand même important, Tamba l'a rappelé, c'est un commencement. Je trouve qu'il faut applaudir et pour apprécier l'initiative. Avant, on avait une certaine identité culturelle. On reconnaissait la Guinée par ses danses, par ses masques, ainsi de suite, un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, si on est en train de virtualiser cela, je pense que c'est quelque chose à apprécier. L'autre élément, pourquoi on ne devrait pas aussi l'adapter à notre système éducatif? Parce que les enfants aujourd'hui ont besoin de savoir leur origine. Si vous prenez l'actualité, la mondialisation, de plus en plus, les enfants sont en train de se déraciner. Aujourd'hui, nous, par exemple, à un moment donné, ma grand-mère, elle nous contait, elle nous faisait asseoir la nuit, elle nous racontait des contes, des légendes. Aujourd'hui, vous remarquez dans les familles, ça ne se fait plus. Tout le monde est scotché sur son téléphone. Il faut saluer l'initiative de Petit Tonton. Voilà, de Petit Tonton qui voilà, récemment. Ça, c'est à saluer. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ce déracinement est tellement en train d'évoluer que si l'on ne prend pas conscience et qu'on dise qu'il faut parfois expliquer notre culture à ces enfants-là qui sont également le futur de demain, parce que moi, par exemple, je ne suis pas mieux outillé aujourd'hui pour parler de la culture guinéenne, alors que quelque part, j'ai quand même connu une petite enfance avec ma grand-mère parfois qui me racontait des choses. Alors, imaginez ces enfants aujourd'hui qui ont passé toute leur enfance dans la capitale, qui ne vont même pas au village. Aujourd'hui, tu dis à un enfant d'aller au village, il te dit il y a des sorciers. Voilà. Alors, vous voyez encore l'intérêt aujourd'hui. Ce mythe-là est construit. Voilà, tout à fait. Et cette culture-là, je crois aujourd'hui, il faut apprécier l'initiative et aller au-delà de l'initiative, essayer d'intégrer ces éléments-là à notre système éducatif. Oui. Est-ce qu'on ne pense pas aujourd'hui qu'en matière de culture, qu'il a dit tout à l'heure, intégrer dans le programme, parce qu'aujourd'hui, il faut connaître, nous, nos garçons, moi, mon garçon, par exemple, et même le neveu ou bien la nièce de Tamba et toi, tes enfants, connaissent beaucoup plus aujourd'hui Miraculous dans ces trucs qu'aujourd'hui les masques de notre pays. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut commencer dès la maternelle et même virtualiser, puisque nous avons aujourd'hui des génies créateurs qui sont en train de faire des tablettes de chez nous, intégrer dans les tablettes afin de raconter l'histoire à nos enfants. Et même les super-héros concrets. Pourquoi on ne fait pas des super-héros africains qui étaient là? Il y a un jeu. Désolé, il y a déjà des super-héros africains avec Serge Abraham Tadé. Le jeu s'appelle African Heroes. Et justement, le jeu a des héros guinéens. Il y a les Mbalia que tu vas retrouver dans le jeu. C'est un jeu d'aventure où tu pars à la recherche des masques sacrés. Et moi, pour avoir joué à ce jeu, quand j'étais à une exposition du côté du chapiteau Baïssa, j'ai vu le jeu, je l'ai joué, et chaque fois dans l'aventure tu rencontres ces African Heroes. Il ne s'est pas limité à la Guinée, il a pris de la Guinée, de l'Égypte, d'un peu de l'Afrique dans le jeu, de telle sorte que tu découvres le masque Nimba. Parfois il y a même un puzzle où tu dois reconstituer les œuvres d'art de la Guinée et d'autres pays. Donc ce sont des jeux ludiques, et quand tu finis, on te donne un détail historique sur l'œuvre d'art, on te dit ce que ça représente et tout ça. Mais très malheureusement aujourd'hui, c'est un secteur qui n'a pas eu d'accompagnement. Le jeune, il a trimé aussi pour des accompagnements. L'autre aspect qu'il faut noter, on néglige l'industrie du jeu, mais aujourd'hui, c'est l'une des industries les plus puissantes au monde pour l'éducation des enfants. Quand vous prenez des jeux comme GTA, FIFA, EA Sport, Mortal Kombat, tous ces jeux aujourd'hui, nos enfants y jouent. Et ça fait rentrer des millions de dollars à ces puissances-là. Quand vous avez un jeu africain ludique qui permet de reconnaître les héros africains, qui donne à l'image de l'Africain des héros, moi je pense que c'est une aubaine. Ça fait non seulement rentrer de l'argent, vous pouvez même prendre à crédit si vous souhaitez donner l'argent, vous ne serez pas dessus parce que le jeu va s'acheter, il va se consommer. Et aujourd'hui, les jeux, il n'y a rien qui rapporte plus d'argent chez les enfants que les jeux. Même nous, parfois, nous nous perdons dans nos téléphones avec quelques jeux. On prend le temps de jouer à un moment donné, on s'oublie même. C'est pour dire que même à travers ces petits jeux ludiques, et il n'y a pas meilleur moyen pour l'enfant d'apprendre des choses que par le jeu. D'où le système éducatif dont tu parlais, l'intégration de ces programmes-là. Mais très malheureusement, même pendant cette période de vacances, vous verrez qu'il y a certains parents qui sont encore en train de martyriser les enfants avec les cours de révision. Pendant que l'enfant a eu toute l'année scolaire où il a été câblé, surchargé, et les vacances où il peut se divertir à travers un jeu qui va lui apporter de nouvelles connaissances, il est encore dans une salle de classe, sous la pluie, l'ouverture, il va reprendre la même routine, et ça devient un enfant robotisé. Ça devient un enfant robotisé qui n'a pas accès à l'information, qui n'a pas accès aux échanges. Je dis que nous sommes en retard. Je pense bien que je suis ségrégé ce matin.
Je me sens ségrégué ce matin. Parce que chaque fois que je prends la parole, on m'arrête. Si tu sais, alors, je ne sais pas parce que je ne partage pas la même position que vous ce matin. Sûrement que c'est cela. Étant donné que nous avons. Maintenant, tu as la parole. Tous qui sommes ici, nous avons donc des différents avis. Et voilà, et quelque part. Maintenant qu'on t'a donné la parole, maintenant, pour répondre à votre question, et la question, quand vous l'avez posée, tout de suite, je me suis rappelé donc de l'ouvrage de Amadou, qu'on appelle le conte d'Amadou Koumba, qui a été écrit par Biragou Diop dans la préface où il dit, n'est-ce pas, que l'arbre ne tient que par ses racines. C'est pour dire qu'il faut aller à la source, et en allant à la source, il faut passer obligatoirement par l'intégration donc de ces cultures-là et dans les programmes scolaires-là, et surtout à la base. Mais sauf que vous remarquerez que dans le système éducatif guinéen aussi, les 70% sont accentués sur des connaissances extérieures. C'est-à-dire de l'histoire de la France, par exemple. On commence une histoire biaisée, une histoire qui est mal racontée, cousue de toutes pièces. Où on te raconte même notre propre histoire, mais tellement mal racontée qu'on nous fait croire que ce sont des livres d'histoire. Le programme est accentué beaucoup plus sur l'éducation française que l'éducation guinéenne et de la culture française que la culture guinéenne. Prenez les manuels scolaires de la Côte d'Ivoire, le manuel scolaire par exemple du Sénégal et un peu du Mali, où vous voyez que là-bas, l'essentiel du programme est axé donc sur les réalités culturelles, sociologiques donc de ces différents États. Mais en Guinée ici, c'est le contraire. Donc c'est une bonne chose aujourd'hui, n'est-ce pas, que les aspects culturels, les aspects sociologiques, ethnographiques soient intégrés dans le programme scolaire pour permettre également aussi, parce que c'est là aussi, non, nous c'est le quand on parle de souhaitons, parce que jusqu'à c'est à présent, partir de là. pas, Donc le sens, n'est-ce pas, d'être fier donc, de ton État par de l'éducation que vous avez reçue sur le banc. Mais les 70%, comme je le disais, vous prenez le programme de la lutte et de la littérature de la 11e année en terminale. Le programme, soit on parle de littérature africaine, vous avez peu de professeurs qui s'intéressent qu'on appelle à la littérature guinéenne. Pour ne pas dire que ça n'existe même pas. Oui, c'est vrai, africaine, mais surtout guinéenne. Oui, on ne parle peut-être que de Tchernomonenembo, qu'on appelle Alioune Fantouré et autres. C'est pendant qu'il y a d'autres vedettes de la littérature qui ont fait prévaloir donc la littérature africaine, la littérature guinéenne, et la culture guinéenne à travers leurs œuvres, mais qui ne sont pas malheureusement enseignées. Et ce qu'on appelle, Emmanuel parlait ici, par rapport aujourd'hui à la viabilité donc, des sites touristiques là. Je pense bien que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais cependant, il ne faut pas nier le retard que nous avons également aussi accusé. C'est là-bas où j'ai raison, Alpha. Parce que le mal, c'est de faire semblant, n'est-ce pas, de voir le problème et qu'on appelle masquer le problème et faisant savoir que ça va alors que ça ne va pas. C'est ça aussi le Guinéen. On connaît le diagnostic et on connaît directement le traitement. C'est pourquoi ça ne donne pas. C'est pourquoi ça ne donne pas. Vous souffrez du palu, on vous prescrit donc les médicaments qu'on appelle des autres là, mais ça ne peut pas marcher. Donc Alpha fait bien de rappeler pour dire qu'il y a eu un échec de 1958 à nos jours, n'est-ce pas, et sur le plan culturel dans les programmes d'enseignement. Vous parlez de 1984, de 58 à 84. Oui, mais quand il y a eu interruption, finalement, qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, on ne parle plus. Ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a eu interruption, il y a eu suspension, que rien n'est visible. C'est pourquoi on constate que, je suis d'accord avec lui quand il parle de 1960, parce que nous sommes dans un éternel recommencement, toujours on marche à reculons. Et aujourd'hui, il faut saluer l'initiative quand même du ministère de la Culture, donc de pouvoir viabiliser aujourd'hui à travers donc des aspects en tout cas modernes. Ce n'est pas le ministère là qui a eu zéro d'ailleurs. D'accord. Non, c'est le 623 30 26 41. Vous pouvez réagir par SMS. Vous pouvez envoyer vos réactions via ce numéro, le 623 30 26 41. Simplement que pour les SMS. Oui, la loupe avec mon bien-aimé. Et bien sûr, nous restons du côté de Conakry. On a vu, ça c'était hier, je crois, il y a l'artiste du nom de Omar Leblanc qui a fait un featuring avec Sena Sirène, Sena la Sirène. Le son du morceau s'appelle Marafani Sensegni. Et ça a même été clippé récemment. Le clip est disponible sur YouTube. Il y a le projet quand même qui a interpeller l'artiste à cet effet parce que ils ont estimé qu'il y a des extraits qui sont contraires à nos mœurs. Donc vous savez que l'Office de protection de genre de l'enfance et des mœurs interpelle souvent les artistes dans ce cadre-là pour non seulement parfois censurer, parfois même interdire. On a vu récemment avec le cas de Tening Diawara, mais lui par contre, la musique n'a pas été interdite.
Voilà, elle a plutôt été censurée. On l'a demandé de l'inscrire au BGDA, de déclarer au BGDA. Donc non seulement avec cette déclaration, il aura ses droits d'auteur, mais aussi dans la censure, on va extraire les parties qui ne sont pas conformes à nos mœurs. Donc c'est ça la particularité. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais quand même me poser sur certaines questions. On aime bien l'attitude de l'Oprogem, on aime bien que l'Oprogem fasse son travail. Mais lorsqu'on prend des mesures pour certains et que pour d'autres on ne le fait pas, je pense qu'il y a dilemme. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de musique comment je vais dire, qui est contraire à nos valeurs, à nos mœurs, il faudrait que la sanction soit de façon générale. Que tous les artistes, tous les artistes qui chantent quand même, qui ont des propos, qui tiennent de tels propos qui sont contraires à nos mœurs, il faut censurer toutes ces musiques-là ou même les interdire. Mais si on le fait par exemple pour Teneng Diawara, aujourd'hui pour Omar Leblanc, on censure, alors qu'il y a SMS aujourd'hui qui a une musique récemment. Bon, la musique n'est pas totalement sortie, mais on a cet extrait-là qui a fait des milliers de reprises sur TikTok. Je vous assure, si vous prenez cet extrait-là, vous écoutez, en tout cas, c'est choquant, tout simplement. Donc, si lui, par exemple, déjà, l'Oprogem ne va pas à la prévention pour lui dire, attention, ce son là, il ne faut même pas qu'il sorte parce que c'est pas bon. Mais pour d'autres, quand même, on te dit, bon, ça, il faut enlever, ça, il faut enlever. Alors qu'il y a des artistes aujourd'hui qui ont des contenus dans leur musique qu'on n'apprécie pas forcément, qui sont contraires à nos valeurs. Donc, moi, j'estime aujourd'hui que l'Oprogem, dans le cadre de son travail, doit prendre des mesures qui concerne tout le monde. Ne peut pas prendre une mesure contre X, une autre mesure contre Y et laisser même les autres. Poser, et c'est la police des mœurs, c'est vrai, le projet aujourd'hui. Mais est-ce que le mode vestimentaire aussi, le projet ne va pas essayer de s'intéresser au mode vestimentaire? Justement, parce que quand on dit l'Office de protection genre de l'enfance et des mœurs. Donc, alors, on sait qu'en parlant de mœurs, le mode d'habillement fait partie. Il faut s'habiller décemment. Essayer de sortir parfois, les week-ends, dans les clips, essayer de sortir, même pas les clips. Les clips, on peut comprendre que ce sont avec des stylistes où c'est parfois lié. Non, mais on n'est pas obligé d'exposer le corps. Voilà. Mais ça, c'est le clip. Ça, peut-être, on s'est dit, oui, j'ai vu ça à la télé. Mais la réalité, allez-y dans les boîtes de nuit. Allez-y sur les ruelles de Conakry. Dans certaines ruelles de Conakry, essayez de voir l'habillement de nos sœurs. Joe, arrêtez-moi ces discours-là. Je pense qu'aujourd'hui... Non, je termine. On ne dit pas qu'on est en train d'imposer un mode vestimentaire. Kourouma, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est en train d'imposer un mode vestimentaire aux gens, mais il faudrait quand même s'habiller décemment. Parce que lorsque vous prenez... Vous prenez les ruelles de Conakry très tard la nuit, moi, je vous donne un exemple. On sort 4 heures pour attendre et puis venir. Hier, lorsque je suis sorti, j'ai vu, c'est des mineurs. C'est même pas des mineurs. Il y avait des... Tu as procédé à une vérification des identités. Non, mais il suffit de voir un enfant pour savoir que c'est un enfant. Simon Pierre. Alors moi, j'ai quel âge? Je suis un enfant, j'ai quel âge, dis-moi? Je sais pas, il doit participer à l'émission Get My Age. Comme ça, quand il voit les personnes, il a l'occasion. Tu sais pourquoi il doit participer à ça? Parce que là-bas, il a l'occasion de gagner 100 000 € en devinant l'âge des gens. Ce que j'ai dit. Il ne peut pas se permettre de dire telle personne est mineure juste sur un regard. Est-ce qu'il a bien regardé? À 4 heures, il est dans sa voiture, il ne s'arrête pas. Ce que j'ai dit, j'étais même pas dans la voiture, j'attendais la voiture. Et je les ai vus passer. Des mineurs, j'ai dit. Je réitère, des mineurs. Tu as vérifié les pièces d'identité. Parce que lorsque vous voyez un enfant, vous savez que c'est un enfant. Vous n'avez pas besoin de voir la pièce d'identité. Mais grand-père, c'est pas un enfant. Non, mais je dis pas grand-père. Je dis pas grand-père. Je dis pas grand A. Non, par exemple, tu peux rencontrer les mineurs à 2 h du matin. Voilà, c'est les exceptions. Et c'est rare. Ce que j'ai vu, c'est des mineurs, je réitère, c'est des mineurs, des enfants. Ils étaient très mal habillés, en tout cas, il faut le dire. Et cette jeune fille qui a eu le bac récemment, à 24 ans, mais on a l'impression qu'elle est dans un... Mais attention, quand tu vois son visage... Dites-moi, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez.
J'aurais aimé qu'on me dise que ces filles ont été prises en plein jour en train de se dépraver ou bien de s'habiller d'une certaine manière. J'aurais compris. J'aurais aimé qu'on me dise autre chose. Non, mais Emmanuel, s'il te plaît, en regardant ces petites filles quand même. Non, mais c'est ce qui se dit. Il y a eu même des perquisitions ici où la police est intervenue dans des il faut qu'on fasse attention. Ne pensez pas que je suis en train de soutenir une quelconque perversion. Non, mais ça n'a tout l'air. Ça n'a tout l'air. Attention, ce sont les mêmes dans ce studio qui courent après ces minettes qui vont me dire après. Qui par exemple? Qui par exemple? Non, mais il faut le dire. Non, c'est la révélation et c'est des accusations. Non, on veut bien qu'il dise. Je peux continuer. Non, il doit. Kourma, s'il te plaît, il doit dire qu'il court derrière les mineurs. Il doit le dire. Il doit le dire. Moi, j'ai bien envie de savoir qui court derrière les mineurs dans ce studio. Qu'ils le disent. J'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, s'il vous plaît. Kourma me parlait. La question, les révélations et les accusations. Je peux continuer, non? Kourma me parlait tout à l'heure des boîtes de nuit. Mais attendez, qui part en boîte de nuit en hijab ou bien qui part en boîte de nuit en vêtements de sœur? On sait tous que laisse-moi finir, s'il te plaît. On sait tous que les boîtes de nuit sont des lieux aujourd'hui où les gens partent se récréer, où les gens partent se donner un certain air. C'est comme si tu reprochais à quelqu'un à la plage d'aller en bikini. Mais désolé, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'aller à la plage en bikini. Tu peux pas reprocher à quelqu'un d'aller à la piscine en maillot de bain. C'est justement des tenues. Quand on te dit s'habiller décemment, ça ne veut pas dire que tu vas porter des boubous ou bien des habits de moine. On te dit, tu peux aller comme ça en boîte de nuit. Décemment, on dit de vous habiller décemment. Chaque tenue a son objectif. Tu portais des maillots de bain pour aller en boîte de nuit, pour te promener dans la rue. Chaque tenue a son objectif. Dans la rue. A son objectif. Quand quelqu'un part en boîte de nuit, forcément, il y a des intentions qui sont derrière. Certains partent s'amuser, certains partent pour la séduction, certaines partent pour chercher des relations. Donc, à un moment donné, ils vont se mettre dans les tenues. Je suis désolé. Non, il faut parler de Je n'ai pas besoin. Avec tes lunettes, tu as séduit combien de personnes avec tes barbes désordonnées? Pas assez de personnes. Pas assez de personnes. Beaucoup de justement pas assez. Si je les ai séduits, je les ai séduits par mon intellect, pas par autre chose. Est-ce que tu as besoin de séduire? Chacun a son centre. Non, moi je pose une question. Chacun a sa manière dont il matérialise les choses. Moi, quand c'est en plein jour, je vous assure, c'est en plein jour, je le condamne avec la dernière énergie. Même la nuit, il faut condamner. Je le condamne avec la dernière énergie. Même la nuit, il faut condamner. Quand les gens ont envie de se faire plaisir, ils ont envie d'aller. Attendez, vous savez ce que je veux éviter? Il ne faut pas qu'on entre dans cette culture de bassesse. Parce qu'après, qu'est-ce qui va ressortir de ce genre de discours? On va dire non, c'est parce que la fille était habillée comme ça qu'elle a été violée. C'est souvent comme ça que ça commence. On n'a pas parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Je veux terminer, Kourma. Je veux terminer. Je veux terminer. Kourma, je veux terminer. Ce que j'ai dit, quand même, le mot vestimentaire de certains, on connaît ça, comment ça attire. Tu l'as si bien dit. D'autres partent pour être attirés, d'autres partent. Et l'attirance, c'est par ce mode vestimentaire. Quand vous partez dans les boîtes, vous voyez franchement nos jeunes sœurs ou bien nos sœurs, la façon dont elles s'habillent. Je suis franchement désolé que tu voudrais pas. Peut-être que tu aimerais regarder, mais tu ne voudrais pas que ça soit de ta famille. Ce que j'ai dit, aujourd'hui, il faut apporter cette culture d'éducation à nos enfants. C'est-à-dire que moi, je parle des mineurs. Personne ne veut aujourd'hui que sa propre sœur. Tu parles maintenant des mineurs. Moi, je parlais des mineurs. Et même les majeurs doivent s'habiller décemment. J'en exclus pas ce que je dis. Aujourd'hui, personne ne veut qu'on dise, moi, ma sœur ou ma cousine, qu'elle soit mineure ou pas, s'habille de la sorte pour marcher dans les rues de Conakry. Personne ne le veut. On en a regardé pour les autres. Voilà. On ne voulait jamais. Pourquoi on le dit? Parce qu'on sait que c'est pas bien. Parce qu'on sait que ça n'honore pas la famille, on sait que ça n'honore pas la personne elle-même. Aujourd'hui, dans les rues de Conakry, parfois vous marchez, vous êtes choqué par ce que vous voyez. Exactement. Et ça, c'est une réalité, il faut l'affirmer. Il faut dire aussi que c'est d'ailleurs des comportements, ce que nous sommes en train de discuter, Simon et moi, notre position, elle est justifiée en droit. En droit, justement, en droit, c'est justifié. On parle d'attentat à la pudeur. Quand elles ne sont pas d'atteinte à la pudeur, justement, c'est lorsque vous portez atteinte, n'est-ce pas, à la moralité publique. En vous habillant de façon extravagante. Un s'habillement de façon extravagante. Attention, ça va dépendre des pays, l'atteinte à la pudeur. Non, nous sommes en Guinée. Justement, les États-Unis, ça dépend des pays. Il y a des nudistes en Europe qui sont en train de... Je dis ça dépend des pays. Non, on parle de la Guinée. On parle de la Guinée. Sinon, c'est musique là. C'est bien beau tout à l'heure. Tamba a rappelé la culture guinéenne, la culture...
on sait que dans la culture guinéenne, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Si tu parles de l'importance d'intériner ce qu'on appelle la culture guinéenne, il faudrait que le projet se batte également à conserver cette culture. Rappelle-nous, l'atteinte à la figure, qu'est-ce que cela signifie? Atteinte à la moralité publique. C'est l'objectif, n'est-ce pas, de la création de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Oui. Donc c'est pour lutter contre ce que nous sommes en train de discuter ici. Qu'on appelle dans les pays arabes, par exemple, on va vous parler de la police des mœurs. Voilà. Vous avez vu le cas, par exemple, en Iran, en Irak, en Arabie Saoudite. Et on a vu tout ce que ça crée comme dégâts. Ça existe là-bas ici. En République de Guinée, c'est pour dire que c'est un fait, social dont le législateur désapprouve et par conséquent a arisé au rang donc des infractions. On parle donc d'attentat à la prière. Parce que même la définition des infractions, c'est toute action ou omission prescrite par la loi qui ne se justifie pas par l'exercice d'un droit ou par l'accomplissement d'un devoir. Donc si le législateur l'a prescrit, c'est une infraction. Donc des mineurs qui s'hasardent ou disons qui se permettent de faire ces comportements méritent des sanctions. Ou soit, puisque ce sont des mineurs, on ne peut pas les prendre pour donc de ça, mais méritent donc d'être rééduqués. On va parler donc de rééducation ici. Mais lorsqu'il s'agit donc des majeurs, puisqu'il parlait de cela, il y a le code pénal qui va s'appliquer sur eux, c'est obligatoirement. Et il y a le lien par exemple, quand vous partez à la place, on ne va pas quand même exiger aux gens qui viennent là-bas d'aller en boubou ou bien en en plus. Autre, on ne peut pas demander cela. Mais également, quand vous marchez sur la voie publique, vous n'êtes pas le seul, ce n'est pas l'endroit indiqué où il faut venir en collant qui peut faire exciter les gens et qui c'est justement ce que je disais. Mais c'est ce qu'on appelle la morale. C'est ce qu'on appelle la morale. Il faut qu'on évite de rentrer dans ce débat. Écoute, il ne faut pas qu'on associe le vêtement à l'excitation, à quoi que ce soit. Sur la situation, attends, Gagné. On parle par exemple de la jurisprudence qu'on appelle des films Lutetia en Europe, qu'on appelle en droit. On a interdit même la projection des films. Il y a eu même des romans qui ont fait l'objet de censure. En droit administratif. Quand vous parlez par exemple le roman de Gustave Flaubert, qu'on appelle Madame Bovary, qui ont été censurés pour des raisons comme ça parce qu'on considérait que ça porte atteinte à la moralité publique. Donc maintenant, Kourma, la distinction que je veux faire, c'est bien beau de rappeler qu'il ne faut pas s'habiller comme ça, mais cela n'est pas une excuse valable pour poser des actes répréhensibles. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire que il ne faut pas qu'on s'habille comme ça, mais lorsqu'on s'habille comme ça, cela ne veut pas dire que toi aussi, tu dois être... Voilà, si tu le fais, toi aussi, tu es répréhensible. Et je vais rapidement lire le message de l'autre chroniqueur aussi, et l'autre polémiste, qui m'envoie « Bravo Ima, il est dans la bonne analyse. Vous parlez de l'atteinte à vos mœurs, mais vous oubliez la liberté de la personne de s'habiller selon son goût. Libérez votre esprit. » Lui aussi n'a pas compris. De toutes les façons, je comprends sa position, c'est pas grave. Mais la liberté, elle n'est pas indéfinie. La liberté s'exerce dans un cadre juridique bien déterminé. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Nous n'interdisons pas aux gens de s'habiller décemment. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec nous. Voilà, vous pouvez vous habiller, mais votre comportement, votre habillement ne doit pas porter atteinte à la moralité publique. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous savez ce qui va se passer comme ça et rester dans sa peau. Quand on va plus loin dans ce débat, ce qui va se passer, quand vous allez demander aux gens c'est quoi un habit décent et un habit indécent, vous verrez que ça va coincer. Parce que chacun, attention, ça va coincer où? Comme le général est là, le général de la rédaction, je crois que ça peut être un sujet initié. Voilà. Pour aller comprendre c'est quoi un habit décent, parce que c'est vrai, justement, à l'avis des gens, c'est quoi un habit décent et c'est quoi un habit indécent? Est-ce que les gens sont préparés dans la tête c'est quoi un habit décent? Parce que c'est vrai, et la liberté quand même de s'habiller, on pense que s'habiller indécemment, il est libre de le faire. Mais qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Est-ce que ce que je porte aujourd'hui n'atteint pas un peu la moralité de mon... public? Mais justement, il faut qu'on se pose cette question pour comprendre quel est le niveau de compréhension des Guinéens par rapport à même quand la loi va aller à ce niveau, la loi nous dira forcément quel type de tenue sera considéré comme indécent. À quel niveau est-ce que c'est quand ma jupe est remontée? Alors c'est pour
Vous allez prendre, attendez. Laissez-moi finir. Après lui. Arrêtez de m'attaquer comme une horde de hyènes et laissez-moi terminer. D'accord, on n'est pas dans la jungle, on n'est pas dans la forêt. Je n'ai pas chaud, je suis très tranquille dans mes idées. D'accord, vas-y. Écoute, Kourouma, il y a des habits qui peuvent te paraître indécents. Il y en a à un certain moment donné, ils trouvent indécents. Moi, je trouve même des personnes qui disent qu'un garçon qui porte une culotte, c'est indécent. Ça, c'est sa perception à lui. La morale, parfois, elle est personnelle, ce qui va rendre les choses encore plus compliquées. Il y en a qui vont te dire quand la poitrine est à l'extérieur, c'est un habit indécent. Il y en a d'autres qui ne vont pas le trouver indécent. Il y en a qui ont des degrés de ce qu'ils appellent l'indécence. Donc, il faut déjà situer à quel niveau on dit qu'un habit est indécent. Atteinte à la pudeur, je peux comprendre quand c'est quelqu'un qui décide de se promener. La loi définit tout ça. Je peux comprendre quand c'est quelqu'un qui décide de se promener en slip du côté de Kobaya en plein jour, il décide de se promener. Il est en slip, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais à un moment donné, il y en a qui auront des robes, peut-être des robes moulantes remontées. Mais qu'est-ce qui se passe avec une robe moulante? C'est que quand on la porte, à un moment avec les mouvements, ça remonte. La personne est obligée de la redescendre. La personne est obligée de la redescendre la robe. Donc, une robe moulante, est-ce que c'est un habit indécent ou bien c'est un habit décent? C'est quand est-ce qu'on est indécent? Est-ce quand on se promène sans slip ou bien on porte son habit sans slip ou quoi? Donc vous voyez, c'est assez de détails. Moi je pense qu'à ce niveau, mais la loi définit tout ça. Je pense qu'à ce niveau, on va être clair. Il faut donner la latitude aux gens. Et rapidement, on va finir parce que ça, c'est un sujet. Vraiment tellement que je veux parler. Ce que j'ai dit aujourd'hui. On ne va pas se cacher derrière le fait de dire que la loi n'a pas défini ce qu'on appelle habit décent ou pas. Parce que si on se cache derrière, c'est tolérer aux gens de s'habiller n'importe comment. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'en Guinée, par exemple, au-delà de la réglementation juridique, on est quand même des religieux. On est quand même, il y a des musulmans, il y a des pays laïque, il y a des athées, il y a des gens qui ont le droit de ne pas croire en Dieu. Il y a des gens qui ont le droit de ne pas croire. Donc tu peux pas me dire c'est un pays. C'est ce que j'ai dit, au-delà du droit. Le droit s'en fout de la religion. Merci, on met la religion de côté. Je suis un très bon croyant, je suis un fervent croyant. Je vous lis la disposition. Attends, tu vas lire tout à l'heure. Non, je vais terminer. Rapidement. Ce que j'ai dit, on ne va pas se cacher pour dire que c'est un boulevard, que ce n'est pas défini. Aujourd'hui, si quelqu'un s'habille indécemment, on sait quand même qu'il est habillé indécemment. On ne va pas dire parce que, selon ma compréhension, lorsqu'il sera traduit devant les juridictions, le juge, avec ce qu'on appelle, comment je vais dire ça, ce qu'il va estimer comme indécent, il va rendre quand même une décision. Justement, avec ce qu'il va estimer comme indécent. Parce que le juge a quand même ce qu'on appelle le choix. Il a, comment on appelle ça, l'intelligence. Justement, un juge va trouver qu'une robe moulante, ce n'est pas indécent. Simon va trouver que c'est indécent. Tu as tes voies de recours. Ça dépend si c'est un juge comme toi. Moi, si c'est moi le juge, je serai clément. Parce que lit la disposition. Rapidement, lis-nous la disposition et puis on va aller sur la catégorie donc des infractions qui rentrent d'attentat à la pudeur. On parle donc de l'outrage public à la pudeur. L'article 275 qui définit. Il dit constitue un outrage public à la pudeur tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d'offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires. Quand la loi est claire, on ne l'interprète pas. C'est clair. Mais ça n'a rien de clair. On ne l'interprète pas. La loi est claire. On ne va pas se comprendre dessus. Généralement, nous avons la position. Je continue avec ma deuxième loupe. Tu vas continuer. Vas-y avec ta deuxième loupe rapidement. Rapidement, nous partons du côté de Kindia où il y a eu 4 présumés bandits qui ont été arrêtés par les services de sécurité. Il faut rappeler que ce groupe de gangs-là n'est pas sa première opération. Nous a confié également ses services de sécurité. C'est entre autres Alpha Bangoura et également Sekou Touré alias Paquet, Abouakar Kamara Asemoni et René Loua alias Galé, qui sont quand même ces personnes-là qui sont... Galé, vous savez, ça veut dire quoi en langue pelé? Comment ça va? Comment ça va? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Voilà. Justement. Donc, sûrement avec son nom Loua, ils ont dit Galé. Galé, oui. Bon, je n'accuse pas les Lois, ils sont généralement sympas. J'ai un ami très sympa. Donc, ce que j'ai dit aussi... Il y a toujours des mauvaises graines. Voilà. Déjà, il y avait eu un premier vol à main armée qui s'était produit au niveau de la station Shell à Kobaya. Et il y a un gendarme également qui a été tué. Donc, il y a quand même 6 infractions, 6 vols à main armée où il y a eu des attentats qui ont été perpétrés à ces niveaux-là. Donc, ils ont quand même reconnu les faits selon ce service de sécurité. Le procureur a été informé de la situation. Ils l'ont présenté au procureur. Donc, sûrement, il va mettre en marche l'action publique. Pourquoi pas condamner, aller en procès et puis
ce procès-là, à l'issue duquel sûrement il y aura une condamnation qui va en découler. Mais ce que je dis rapidement, ce que je termine, c'est pour dire que c'est vrai qu'il y a plusieurs infractions, mais en Guinée aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le cumul réel et le cumul idéal. Donc aujourd'hui, c'est le cumul réel, le cumul idéal, c'est pas le cumul réel. C'est pas parce que toutes ces infractions-là sont commises qu'on va cumuler toutes les sanctions pénales. C'est la sanction la plus élevée qui sera appliquée. D'accord. Kourma, je ne sais pas si vous avez constaté, depuis lundi dernier, on assiste à une présentation. De vagues de présentation. De vagues de présentation. Peut-être que ce n'est pas pour répondre parce qu'on dit qu'il y a trop de recrudescence ou bien parce que... on veut répondre pour dire qu'ils sont en train de travailler. Voilà. Vous travaillez, mais pendant que sur le terrain quand même. Non, arrêtez. Non, mais comment on arrête des agents pénaux? Non, on arrête de poser la question. Il faut se poser la question. On revient après la pause. Actuellement, c'est vrai. Non, mais ça ne passe pas. Moi, ce que je vais faire, je vais me pincer dans ce studio, me rassurer que je ne suis pas en train de rêver. C'est mieux. Parce que là, vous êtes en train de... Voilà. Je pense que je me Non. Souvent, on ne peut pas interpeller un agent à la loi pénale et vous dites on veut masquer. Il n'a pas dit on veut masquer. Quand même, j'ai dit la semaine dernière, depuis la semaine dernière, tu sais que depuis le début du mois d'août, si vous avez constaté, il y a une prolifération à chaque fois, gendarmerie de Koya a présenté tel, Kindia, la maison... Mais c'est bien de faire son rôle. On est habitué à ces parce qu'il y a eu assez d'actions qui ont été faites. Et si les forces de sécurité et de l'ordre décident d'engager une contre-offensive, forcément, on aura des arrestations. Même dans les pays les plus capés, quand il y a trop de crimes, à un moment donné, les forces de sécurité et de l'ordre organisent des patrouilles diurnes et nocturnes pour aller interpeller. Pour attraper les gens. D'accord. On va aller avec Diané pour Alpha, aujourd'hui, je ne te sens pas. Aujourd'hui, j'ai une seule loupe pour les auditeurs. En ce qui concerne aujourd'hui la libération donc, de l'avocat de Ousmane Sonko, Rohan Branco, qui avait été arrêté du côté de la Mauritanie quand il n'est-ce pas, essayait de fuir les mailles de la justice sénégalaise. Donc il a fallu beaucoup donc, de tractations diplomatiques pour que l'avocat puisse recouvrer finalement sa liberté et soit expulsé du territoire sénégalais. Donc il est arrivé hier du côté de la France, n'est-ce pas, où... également, n'est-ce pas, il s'est présenté au public et par rapport à ce qui s'était passé. Donc, il faut rappeler qu'il est poursuivi pour un certain nombre d'infractions assimilées ou donc, disons, en liaison avec même les accusations pour lesquelles Ousmane Sonko, son client, serait donc arrêté. D'accord. Alors, vous avez compris, je sais pas, je le disais hier avec dans l'analyse ici, la CEDEAO, pourquoi aujourd'hui on essaie de s'atteler? Est-ce que quand c'est trop tard, c'est au moment où la CEDEAO vient, ou bien quand c'est sous les yeux, au moment où il faut, le moment important de réagir, il ne réagit pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe du côté de Dakar, on ne comprend pas. Et dissoudre un parti, et puis avec des chefs d'accusation qu'on ne comprend pas du tout. Le monsieur a déclaré une grève de la faim. Aujourd'hui, la CEDEAO à la bouche peut-être muselée. On ne comprend pas pourquoi il ne réagit pas par rapport à certains faits et par rapport à certaines exactions. Il y a assez de fronts déjà sur lesquels la CEDEAO se trouve. Vous trouvez ça aussi? Non, je l'explique juridiquement. Ça, c'est la premier aspect. Il faut qu'on donne la possibilité à l'État sénégalais de répondre aux besoins du Sénégal. Il y a une justice au Sénégal. Il y a une justice aujourd'hui au Sénégal qui est en train de faire son travail. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait au Sénégal, c'est une justice expéditive. Voilà. Ce que je dis, ça se fait au moins dans les règles du jeu, à la lumière du droit. Après, ils peuvent porter plainte après sur les instances sous-régionales. Il n'y a pas de souci. Il a fini. Maintenant, je poursuis. Ce que j'ai dit aujourd'hui, la CEDEAO a une cour de justice. Il y a une cour de justice de la CEDEAO. Si aujourd'hui, Ousmane Sonko ou son avocat estiment qu'aujourd'hui qu'il y a eu des violations sur les droits humains, parce qu'il faut rappeler les compétences de la Cour, si c'est sur les droits humains, j'ai envie de rire. et que l'ordonnancement interne, et que dans la justice interne, on sent une certaine lenteur, parce que s'il y a la lenteur, on peut directement saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Mais s'il n'y a pas de lenteur, il faut épuiser toutes les voies de recours internes. Voilà. Et à cette phase-là, si l'exécutif se mêle dans le judiciaire, de mauvaise foi,
on sera obligé d'épuiser toutes ces voies de recours et quelque part Ousmane Sonko va durer encore en prison. Et c'est ce qui n'est pas normal. Voilà. Il faut préciser que le Sénégal n'exécute jamais les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO. Si vous vous souvenez, même la Guinée, deux décisions déjà. Parlons du cas spécifique. On a l'impression qu'on se fout. Voilà. Vous savez qu'il n'y a pas, on ne peut pas enfermer un État. Voilà. Parlons du cas spécifique. Il y a même la convention de Washington, la convention de Washington qui oblige les États à exécuter les décisions de justice rendues par les instances internationales. Donc, celui qui croit à la justice sénégalaise, peut-être que je comprends, il a parfaitement raison parce que lui, c'est un sociologue. Il voit moi, je crois plus en cette justice que celle guinéenne. Même la justice sénégalaise n'est pas... Je comprends sa position. Je comprends sa position. Lui, il est sociologue, donc de formation, et il ne peut pas aller comprendre les démarches et les tractations, tout ce qui se passe donc dans l'appareil judiciaire. Nous intéressons parce que ça nous intéresse, c'est notre domaine de prédilection. Maintenant, c'est le problème du Sénégal aujourd'hui. Il faut comprendre, c'est une justice expéditive. Et en parlant n'est-ce pas, de la réclamation des droits devant les instances internationales, il y a plusieurs arrêts qui sont intervenus contre des opposants là-bas, en faveur des opposants dont le Sénégal n'a jamais exécuté. Je vous parlais par exemple du cas de Khalifa Sall, je vous parlais du cas de Karim Ouad, où la Cour, qu'on appelle ces personnes ont vu leurs droits violés, la Cour a rendu la décision, la justice sénégalaise a refusé de les exécuter. Donc c'est pour dire que là-bas, c'est une justice unique, c'est une justice à la sorte de Macky Sall, c'est une justice dans un seul sens. Dans un seul sens. Sinon, il y a plusieurs personnes, son petit frère est accusé de malversation aujourd'hui et de plusieurs milliards de francs CFA, où la justice ne s'est pas bougée de ce côté. Et il y a son ministre qui a également aussi reproché plusieurs faits donc, qui n'a jamais comparu devant les instances là. J'ai plusieurs cas à lui donner s'il avait besoin. Maintenant, pour se laver le visage, il va gracier Karim Ouad et Khalifa Sall pour les permettre d'être éligibles. Un coup de gueule ce matin dans ta loupe. Peut-être, oui, c'est ça même. Oui. Avant tout, je vous pose cette question. Où se trouvent les voitures des anciens ministres que le CNRD au garage gouvernement. Non, vendues aux enchères. Non, vendues aux enchères. C'est ce que les autorités de la transition nous avaient annoncé. Dans les caisses de l'État. Non, c'est combien? Dans les caisses de l'État. Les véhicules vendus aux enchères, c'était des véhicules qui étaient au parc, au garage de la présidence. Non. C'était des véhicules neufs. Les anciens véhicules ont été garés au garage gouvernement. D'autres ont été donnés, ceux qui étaient en bon état, aux secrétaires généraux des départements ou bien aux conseillers dans les départements. Mais les sorties d'usines qui étaient beaucoup plus, importées par le président, parce que généralement il était un peu dans ça la présidence, ça a été vendu aux enchères. Ça, je suis d'accord avec toi. Et l'argent est où? Le montant exactement, total, le montant, on sait pas. Destination. La destination, c'est vendu aux enchères. On ne peut pas maintenant, l'argent est vendu. L'argent est où? Exactement. Jusqu'à présent, est-ce qu'ils ont communiqué? Caisses de l'État. Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas eu de communication. C'est dans les caisses de l'État, oui. Non, dans quelle caisse? Comme ça, on va mettre dans les caisses de l'État. Dans quelle caisse de l'État? C'est combien? C'est une bonne question quand même. Ils sont venus en prônant la transparence. Et nous sommes venus pour la transparence. La transparence, avant tout, ils n'ont pas déclaré leurs biens. Quel est le ministre qui a déclaré ses biens? Aucun. On a vendu ces voitures-là. En tout cas, bon, je ne sais pas. C'est vous qui m'apprenez ce matin-là que ces voitures ont été vendues. L'argent se trouve à la banque ou bien, je ne sais pas, dans les caisses. Non, on n'a pas dit dans les banques. On sait quand même. Il y a eu un communiqué. Il faut nous communiquer cela. Il faut nous dire. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la rançon ou bien la garantie de notre exercice quand les transitions s'effectuent. C'est un truc classique. Lorsque des gens viennent... Non, laisse-moi t'expliquer. Je sais que tu vas me comprendre quand je vais finir. En général, il y a ce qu'ils appellent la caution morale. Quand ils viennent gérer des transitions, le système, il est classique. Quand vous dites première des choses, laisse-moi finir. Je vais te mettre à l'aise. Je suis en train d'aller dans ta position. On va comprendre où est parti l'argent. Non, il va dire tout à l'heure où est parti l'argent. Tu vas nous dire l'argent est parti. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Je veux savoir. C'est pas moi. Si c'est pas ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai vendu les véhicules. Je n'ai vendu aucun véhicule. Je n'ai pas de parc. Alpha, comme toi. Donc je disais rapidement. On l'a capté quelque part. Rapidement. Je disais rapidement. Lorsque les gens viennent lors d'une transition, remarquez, c'est un classique. Première des choses qu'on va vous dire, on n'a trouvé aucun fonds dans les caisses de l'État. Ces fonds-là,
on les met de côté. Deuxième des choses. Attends. Je suis en train de vous être à l'aise. Il a raison. C'est pas vrai avec Alpha Condé, c'est pas vrai. Je parle des transitions. Laisse-moi qu'on nous dit ça, il a menti. Laisse-moi finir. Alpha, on va s'écouter. On va s'écouter. Ils nous ont menti. Il va expliquer, après tu vas prendre le contre-pied. Ils nous ont menti, je t'explique. Quand on vient, on dit il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Première des choses lors d'une transition, c'est que l'argent là part dans la poche de quelqu'un. Après, on vous dit on doit tel montant. Le montant là aussi est à soustraire. Le PPTE est assuré. D'accord. En attendant, Tamba, tu vas révéler pour bien nous expliquer le système classique des coups d'État, le système classique de la transition. Mais nous, ici, les chroniqueurs et vous, chroniqueurs de l'autre côté de l'extérieur,